Il est 13 heures en temps universel, il est 13 heures en Côte d'Ivoire. Bonjour, bienvenue dans votre journal. L'Assemblée nationale a reçu hier 3 ministres de la République dans le cadre de la session ordinaire portant adoption de la loi de finances pour l'année 2022. Le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre du Budget et celle du Plan et du Développement sont allés présenter et défendre leur dotation budgétaire, dotation adoptée par la Commission des affaires économiques et financières. Le 20 novembre, journée mondiale de l'enfance, date recommandée par les Nations Unies depuis 1989, date de l'adoption par les Nations Unies de la Convention internationale des droits de l'enfant avec le soutien de l'UNICEF qui reconnaît les droits fondamentaux des enfants, et cette journée y est dédiée. Salimat et Chris Emmanuel, 14 et 15 ans, nous rejoindront. Si on te viole, c'est que tu es consentante. Ce sont les mots de la présidente du comité Miss Sénégal lors d'une interview. Une pétition a été lancée et les sponsors du concours commencent à plier bagages. À la mi-journée d'hier vendredi, la pétition pour le retrait de la licence du comité Miss Sénégal avait recueilli quelques 30 000 signatures. On va tout de suite à l'Assemblée nationale dans la commune abidjanaise du Plateau. La Commission des affaires économiques et financières a vu défiler 3 membres du gouvernement qui sont allés défendre leurs propositions de budget pour l'année 2022. Montant global 455 milliards de francs CFA adoptés à l'unanimité des membres de la Commission. Le témoignage de Cheikh Koné Aboubakar. Pour son grand oral face aux membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Économie et des Finances a passé en revue les grands axes de son projet de budget 2022. Adama Coulibaly a sollicité et défendu une dotation budgétaire arrêtée au montant de 85 milliards 325 millions de francs CFA. Au ministère du Budget et du portefeuille de l'État, la présentation des indicateurs de performance dans la mobilisation des recettes fiscales et douanières, la mise en œuvre des réformes dans la gestion des finances publiques et le taux d'exécution du budget par programme sont les principaux points qui ont dominé l'exposé des motifs du ministre Moussa Sanogo, qui n'a par ailleurs pas fait l'économie des grands chantiers pour 2022. Bien sûr, il y a la dématérialisation qui va s'accélérer. Il y a tout ce qui est relatif au dispositif de contrôle des entités publiques qui va également se renforcer. Et nous allons étendre le contrôle financier aux collectivités territoriales et districts autonomes. Pour maintenir ces acquis, Moussa Sanogo a sollicité une dotation budgétaire de 336 milliards 449 millions de francs CFA. Entre l'énumération des missions de son ministère et les réformes et performances réalisées, Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement, s'est prêté à l'exercice en présentant les grandes articulations du budget 2022 de son département, arrêté à la somme de 32 milliards de francs CFA, dont 22 milliards d'investissements. C'est à l'unanimité des membres de la Commission que toutes ces dotations budgétaires ont été adoptées. Nous sommes des départements ministériels à caractère financier et c'est ici que se font les arbitrages pour permettre à l'État, à tous les ministères, d'exécuter leur budget, de mettre en œuvre les programmes qui leur sont assignés. Et nous venons d'avoir la caution de l'Assemblée nationale à l'unanimité pour que le programme qui est assigné à chacun de nos départements ministériels puisse s'exécuter au titre de l'année 2022. Le passage des membres du gouvernement dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2022 prend fin ce vendredi. Transformation des économies d'Afrique de l'Ouest à travers un partenariat renforcé entre les secteurs privés européens et ouest-africains. C'est le thème du tout prochain Business Forum UE-CEDEAO qui aura lieu les 19 et 20 mai 2022. Un forum dont le lancement a été fait hier vendredi en présence de personnalités de ces 2 zones économiques et de notre reporter Dangui Dangui. Comment attirer les investisseurs européens en Afrique de l'Ouest, notamment sur les bords de la lagune Ébriée, et surtout les amener à y investir? La question était au menu du panel de haut niveau organisé au lancement du Business Forum Union européenne-CEDEAO qui aura lieu du 19 au 20 mai prochain en Côte d'Ivoire. Les acteurs du secteur privé ivoirien et européen ont saisi l'occasion pour actualiser leur plaidoyer pour la poursuite des réformes en vue de l'amélioration de l'environnement des affaires. Que ce forum permette l'émergence
d'un nombre important de projets communs, de co-entreprises entre le secteur privé européen et le secteur privé ivoirien. Il y a encore des facteurs limitants, notamment sur la prise en compte des dimensions et des valeurs que nous partageons, mais qu'il faut véritablement encore travailler. La prise en compte de la dimension sociale, environnementale, de biodiversité, mais aussi effectivement le combat, la lutte contre la corruption. Transformer les économies d'Afrique de l'Ouest à travers un partenariat renforcé entre les secteurs privés européens et ouest-africains est un enjeu cher aux organisateurs de ce forum. Il faut surtout qu'on est absolument transparent au niveau comment il faut faire du business. Quel est le meilleur modèle ? Et en plus, et ça c'est l'autre chose de ces forums, il faut aussi mettre à disposition tous les instruments qui sont là. Je pense que la disposition première a été prise. C'est la confiance, le capital confiance. Quand on n'a pas confiance en vous, on n'investit pas chez vous. Et donc, le président Ouattara est lui-même l'environnement d'affaires, c'est-à-dire il inspire la confiance. Le Business Forum Union européenne-CEDEAO est cofinancé par la Côte d'Ivoire et l'Union européenne et s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale. Qui se soucie des toilettes. 3,6 milliards de personnes parce qu'elles ne disposent pas d'installations convenables. Au moins 2 milliards de personnes dans le monde boivent de l'eau provenant d'une source contaminée par des matières fécales. Chaque jour, au-delà de 700 enfants de moins de 5 ans meurent de diarrhée due à de l'eau insalubre, des services sanitaires insuffisants et une mauvaise hygiène. Il suffit que quelques membres d'une communauté n'aient pas de toilettes pour que la santé de tous soit menacée. Les sources d'eau potable, les rivières et les cultures vivrières sont contaminées. Alors, célébrons les toilettes, elles ont de la valeur. Garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et d'assainissement de façon durable, c'est l'un des objectifs à atteindre d'ici 2030. Il convient urgemment pour la communauté internationale d'investir et d'innover dans le progrès des chaînes sanitaires, d'où l'assainissement des toilettes. La célébration de la 21e édition de la Journée des toilettes est l'occasion pour le gouvernement ivoirien de faire le point des actions consenties dans les programmes de latrinisation. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire, conscient de la valeur des toilettes, met en œuvre depuis 2019 un programme de latrinisation afin d'accélérer l'accès à des services d'assainissement hygiénique par la construction de toilettes dans les écoles et dans les ménages à travers le programme social du gouvernement. Avoir des toilettes à la maison, à l'école, au travail aide les citoyens, les femmes et les jeunes filles à réaliser leur potentiel et à jouer pleinement leur rôle dans notre société. Selon le rapport des Nations Unies, 3,6 milliards de personnes n'ont pas accès à des services d'assainissement hygiénique et plus de 494 millions de personnes pratiquent encore la défécation à l'air libre. C'est donc pour moi l'occasion de lancer un appel pressant à tous nos partenaires techniques et financiers, au secteur privé et à la société civile, afin d'accroître les financements dédiés au secteur de l'assainissement pour l'accès à des toilettes sûres. Au nom du gouvernement, j'invite toute la population ivoirienne à prendre en compte la valeur et l'intérêt des toilettes. Dans les ménages, dans les services publics, dans les gares routières, dans les restaurants, etc., nous devons disposer de toilettes salubres, aussi bien dans nos villes que dans nos villages, pour notre santé. La valeur des toilettes, thème choisi pour l'édition 2021, est une invitation au pouvoir public d'investir dans l'innovation des latrines. Selon le ministère du Plan et du Développement, l'assainissement et l'eau potable sont des droits fondamentaux et universels. Le message du ministre recueilli par Jean-Louis Gbagbo. Plus attentif à la vie pour mieux vivre. On a célébré la vie hier à Bingerville, célébration initiée par l'ONG Les Amis de la Vie. Il s'agissait essentiellement de sensibiliser les populations et les institutions sur le droit à la vie, mais aussi encourager la culture du partage et de l'action solidaire. Reportage signé Marie-Loïse Trierou dans un commentaire de Didier Nguessan.
Valoriser la vie en la célébrant, une vision de l'ONG Les Amis de la Vie qui lance officiellement ses activités. Il s'agit d'amener chacun à manifester sa bienveillance et son soutien aux populations défavorisées et aussi de mettre en place un réseau de volontaires pour contribuer au bien-être des populations. Nous sommes dans les dispositions pratiques de la journée mondiale, ici à Bingerville, en partenariat bien sûr avec la collectivité territoriale manifestée par le maire Issouf Doumbia, pour pouvoir encourager à un niveau populaire de prendre soin de sa santé, c'est très important. La journée a débuté avec les séances de dépistage du cancer du col de l'utérus, du cancer du sein, du diabète et de l'hypertension et une opération de don de sang. Aujourd'hui, pas mal de personnes souffrent dans les hôpitaux à cause du sang. Et généralement, c'est nous, la population, qui disons, avec tous les sangs qu'on donne là, et puis mon parent est malade, il n'y a pas de sang. Mais combien de fois tu donnes ton sang? J'ai donné un peu de mon sang pour pouvoir permettre à ceux qui en ont besoin de pouvoir bénéficier de ces soins-là, parce que c'est des choses qui sont rares. La vie est précieuse et il n'y a rien de tel que de pouvoir partager de sorte à ce que ceux qui sont dans certaines difficultés puissent avoir accès à ces soins-là. Soucieux de la santé et du bien-être des populations, la municipalité de Bingerville apporte son soutien à l'ONG. La santé est la base de toute fondation. Et l'ONG Vie aujourd'hui vient pour vraiment renforcer la jeunesse, renforcer le sens même de nos actions, parce qu'une fois qu'on a la santé, je pense qu'on peut se lever et tout faire. Les activités vont s'étendre jusqu'au 4 décembre avec des rendez-vous culinaires, sportifs et culturels. Nous sommes le 20 novembre et c'est la journée mondiale de l'enfance, une journée créée en 1954 afin de promouvoir le respect et les droits des enfants. Cette journée offre à chacun d'entre nous une occasion unique de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ces droits-là, mais aussi de transformer cette date en acte concret en faveur des enfants partout dans le monde. À l'occasion de cette journée, nous avons décidé de recevoir 2 enfants. Ils sont intelligents, brillants. Avec ces 2 enfants-là, nous allons nous entretenir 5 petites minutes. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Vous allez vous présenter au public. Bien avant de me présenter, j'aimerais d'abord remercier la RTI et les autres chaînes de télévision nationales qui nous donnent l'opportunité de nous exprimer en cette journée qui nous est dédiée. Pour me présenter, je suis Kemenge Saliba Tanzata, élève en classe de terminale D au lycée moderne jeune fille et j'ai 14 ans. Je suis par ailleurs jeune reporter de Boaki, à Boaki. Jeune reporter. Et vous, monsieur, comment vous vous appelez? Je suis Chris Emmanuel Kwame. J'ai 15 ans et je suis en classe de seconde C. Je suis jeune reporter de Yopougon. D'accord, jeune reporter Yopougon, 15 ans. Donc la journée mondiale de l'enfance, vous connaissez certainement, hein? Mais pourquoi elle a été instaurée selon vous? La journée mondiale de l'enfance a été instaurée parce qu'on remarquait que les droits des enfants n'étaient pas respectés. L'UNICEF a donc créé cette journée en faveur des enfants, une journée en laquelle les enfants peuvent s'exprimer et laisser libre cours à leur imagination. Cette journée se fait en collaboration et avec la solidarité des adultes qui laissent les enfants prendre le contrôle des médias pour s'exprimer. D'accord. Et selon vous, Christ Emmanuel? Elle a été instaurée pour faire promouvoir les droits des enfants. Car malgré les efforts que l'UNICEF fournit pour parler des droits des enfants, on remarque que dans certaines villes, dans nos quartiers et autres, les droits des enfants ne sont pas vraiment respectés. Et c'est pour cela, nous, étant jeunes, avons décidé de parler au travers des médias de cette journée-là. D'accord. Citez-moi quelques-uns des droits, les droits des enfants. Vous en connaissez quelques-uns? Allez-y. L'enfant a d'abord droit à la vie. L'enfant a droit à une nationalité. L'enfant a droit à l'éducation, à la protection. Mais nous remarquons que certains de ces droits ne sont pas respectés, notamment le droit à l'éducation et à la protection, surtout dans la région du Béquet, plus précisément à Boaki. Le phénomène des enfants talibés persiste toujours. Ces enfants qui, à la base, doivent recevoir une éducation religieuse, ne reçoivent ni cette éducation religieuse et ne vont ni à l'école à la recherche en quête de formation. Ils sont plutôt exposés par leurs tuteurs à mendier dans les rues à des heures tardives, alors qu'ils ont l'opportunité, même pas l'opportunité, le privilège d'être à l'école, à recevoir une formation pour planifier. Le droit d'être à l'école, recevoir une formation et planifier l'avenir. Et vous, dites-nous quelques-uns des droits qui vous viennent en tête. L'enfant a droit à l'éducation, comme il a dit. L'enfant aussi a droit à la santé. Il a droit à la protection parentale.
Voilà, parce que dans nos villes, on constate que l'autorité parentale n'est pas vraiment respectée. Et il y a beaucoup de conflits au travail à l'école, dans les quartiers et autres. C'est pourquoi je dis que l'enfant a droit surtout au droit parental. D'accord. Et pour compléter, l'enfant, il a droit d'être soigné, il a le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance, et puis beaucoup d'autres droits. Et pour nos jeunes enfants qui, eux, souffrent de handicap, qui sont en situation de handicap, ils ont le droit d'être protégés également. L'enfant a le droit de rêver. Oui. L'enfant a le droit d'être nourri, de bien grandir et tout ça. Vous bénéficiez de tout cela? Oui, bien sûr. Et beaucoup d'autres enfants n'ont pas votre chance? Oui. Et le thème cette année, qui le connaît? C'est réinventant un monde meilleur. Oui. Réinventant un monde meilleur. Un avenir meilleur donc pour chaque enfant à travers la planète. Et vous, votre futur, comment vous le voyez? Je me vois déjà être un grand juge, surtout pour lutter contre les droits des enfants, car depuis l'enfant... Lutter pour le droit. Les droits des enfants, pour le droit des enfants, car depuis étant petit, c'est un grand rêve pour moi de lutter contre ces droits-là et vraiment de les faire respecter. Étant petit, vous avez rêvé de cela. Oui. Et là, vous êtes grand. Non. Et là, vous, votre futur, madame? J'aimerais être professeur titulaire en médecine et me spécialiser en neurochirurgie. Mais tout ça ne peut pas se faire dans un pays où il y a la guerre. Pour cela, il faudrait que nous tous, nous associons pour faire de la Côte d'Ivoire un pays où règne la paix, le civisme et la solidarité. Parce que nous, les enfants, nous sommes des êtres vulnérables. Nous avons besoin de paix et de calme pour grandir en toute sérénité. Et vous avez besoin que le coronavirus disparaisse pour bien grandir également. Comment on se protège du coronavirus? Il faut d'abord se protéger du coronavirus en portant un masque et en se lavant les mains chaque 5 minutes avec un gel hydroalcoolique. Ou avec du savon. Oui. Et vous, comment on se protège? Se vacciner. Parce que lorsque la pandémie à coronavirus est arrivée, nous les enfants, on peut dire que nous les enfants, nous avions été les premières victimes de ce virus. Les premières victimes de ce virus. Parce que les écoles ont été fermées. On n'a plus reçu de formation. L'année est restée comme ça. Donc, il faudrait que les parents et tout le monde respectent les mesures barrières, se fassent vacciner, qu'on puisse grandir dans un environnement sain, sans virus. Sans virus, sans coronavirus. On va terminer. Qui voudrait être journaliste parmi vous? Juge et médecin? Personne. Pourtant, vous êtes jeune reporter. Ce programme de l'UNICEF qui est en cours en ce moment. Qui voudrait être journaliste? Quand même. Moi. Oui, tu accepterais d'être journaliste si tu n'es pas juge. Oui, si le destin me permet, voilà, je vais devenir journaliste. Vu l'expérience que l'UNICEF nous a déjà apportée, la formation que nous avons reçue, je sais que, quand je vais grandir, voilà, je pourrai être juge ou journaliste. Oui. D'accord. Le prochain sujet parle de nouvelles approches pédagogiques et didactiques dans l'enseignement primaire. Ce sera spécialement en lecture, écriture et en mathématiques. Je vais te laisser faire le présentateur. Tu vas essayer de nous lancer le sujet en disant au public de quoi il s'agit. On peut y aller? On peut y aller. Je te donne mon sujet. Vas-y. Il faut lancer. Le public te regarde. Présentateur, Kemunge Salimat. Le PAPSE, c'est le projet d'amélioration des prestations de services éducatifs. Il y a prioritairement pour mission de développer les missions d'éducation, mais il est aussi engagé dans la quête de compétences de personnel engagé. Des enseignants qui viennent d'être formés à la nouvelle approche pédagogique et didactique en lecture, écriture et mathématiques. Reportage réalisé par Eugène Atoubé. Dans les locaux du CAFOP. Ah oui, faut qu'on chante. Bien, le chant, c'est le petit Booussou. Pour commencer la journée, une chanson culte bien connue dans le milieu enseignant. 2 et 3. Le petit Bossou s'en va à l'école en portant son sac posé sur l'épaule. Ce jour-là, la chaîne d'encadrement pédagogique était en formation dans un rôle d'apprenant, un véritable jeu de simulation. La simulation consiste à se mettre dans la peau de l'enseignant et faire
le cours du début jusqu'à la fin en respectant les différentes étapes. Parce que les enfants, pour mieux assimiler, il faut qu'il y ait du matériel concret. Cette formation d'encadrement de la chaîne pédagogique porte sur la lecture-écriture dans le cadre du projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs PAPS. Ici, une séance de simulation dans le cadre de l'apprentissage en lecture-écriture consacrée à la connaissance de ce que les pédagogues appellent les mots-outils et les lettres muettes. C'est montrer aux enfants la différence entre le singulier et le pluriel, mais en réalité sans parler de pluriel et de singulier. Parce que nous sommes au CP2 et au CP2, il n'y a pas de leçon de grammaire. Un élève de CP a besoin d'associer les sons à la lettre pour former une syllabe. Donc le projet vient mettre l'accent sur la lettre muette pour que désormais l'enfant sache que dans tel mot, telle lettre ne se lit pas. La direction de la pédagogie et de la formation continue DPFC collabore au projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs. À son honneur, la conception et l'élaboration en 2019 de manuels scolaires composés de livres de lecture et de livres de mathématiques respectivement appelés décodables et déchiffrables. Ces ouvrages, disponibles pour le CP1 et le CP2, sont en expérimentation dans les écoles bénéficiaires du projet PAPS et dans la même gamme s'ajoutent les livres d'exercices et de guides pédagogiques. Ils ont été revus et corrigés en juin 2021 et mis à la disposition des enseignants. Aucun mot, aucune lettre, aucune phrase ne peut être donnée à lire à l'enfant tant qu'il n'a pas vu ce mot ou bien les mots de cette phrase. Donc une fois il a fini, il a appris ça, demain là, il a déjà connu ce qu'il a appris aujourd'hui. Donc vous pouvez lui donner à lire. Voilà le principe de la décodabilité qui guide toute notre action au niveau de la lecture initiale. Ça a commencé au CP1. On a accompagné les élèves au CP2. Et cette année, ces élèves de CP2 vont arriver au CE1. Ces enfants qui ne savaient ni lire ni écrire doivent maintenant mettre en œuvre ce qu'ils ont appris au CP1 et au CP2. Les classes de CE1, justement, les ouvrages d'apprentissage en lecture-écriture pour ce niveau devraient être disponibles courant de cette année scolaire, ceux du maître comme ceux des apprenants. Le processus de conception est en voie d'achèvement. Les enseignants relèvent tous les bénéfices pour les enfants de cette nouvelle approche de l'enseignement, que ce soit en lecture-écriture ou en mathématiques avec le déchiffrable. Le projet PAPS met également un point d'honneur à doter la chaîne d'encadrement d'outils pédagogiques et didactiques adéquats, ainsi que des moyens de mobilité, tablettes, vidéoprojecteurs, engins motorisés en plus des guides pédagogiques. Un arsenal grâce auquel les conseillers pédagogiques sont en mesure d'atteindre l'objectif que leur assigne le projet PAPS. Nous avons reçu les tablettes, nous avons reçu les vidéoprojecteurs. Ça rend le travail efficace et rapide. Merci au PAPS. Parce que depuis nous avons reçu ces engins, en plus nous avons encore du carburant, on a une motivation pour aller déjà sur le terrain. Ça fait que nous arrivons finalement à produire les bulletins qu'on nous demande par mois. Parce que le conseiller doit produire 15 bulletins par mois. De 2019 à ce jour, 1000 instituteurs et institutrices et 118 acteurs de la chaîne d'encadrement pédagogique sont formés sur les nouvelles pratiques d'enseignement et d'apprentissage, de la lecture-écriture et des mathématiques. De par l'intérêt que ces enseignants manifestent pour le projet et leur engagement, la chaîne d'encadrement pédagogique peut espérer à terme la performance du système éducatif et des personnels enseignants compétents, comme attendu par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il y a des enfants qui étaient au CM2 qui ne savaient pas écrire, ne savaient même pas compter. D'ici 1 an, 2 ans, vous allez vous rendre compte que les résultats au niveau de la lecture et de l'écriture et de mathématiques, ces résultats-là s'améliorent. Ce projet porte. Grâce au projet Mon enfant apprend mieux à l'école, le pourcentage d'élèves de CP2 ayant acquis le seuil minimum en lecture et écriture est passé à 30% en 2020 contre 1% en 2019. En mathématiques, 49% en 2020 contre 24% en 2019. Des résultats qui augurent un bel avenir du PAPS. C'était un reportage d'Eugène Atoubé, reportage lancé par Kemingue Salimat. Nos jeunes camarades se sont donc retirés. On va demander à Marie-Laure Ngoran de les coacher pour qu'ils deviennent de très grands présentateurs. On passe au coronavirus. Le point de la situation, ici en Côte d'Ivoire.
350 cas de Covid encore actifs en Côte d'Ivoire. 15 nouvelles contaminations enregistrées hier. 61 568 malades comptabilisés dans le pays depuis le début de la pandémie. 702 morts du fait du monstre Covid. Et la planète enregistre 5,14 millions de décès. Il faut freiner ce monstre, l'arrêter dans sa course folle. Et pour l'heure, il n'y a que les gestes barrières et le vaccin qui y contribuent. Souvenez-vous, en 2019, le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance a développé le FRAN dans plusieurs régions de Côte d'Ivoire. Le FRAN, c'est foyer de renforcement des activités de nutrition communautaire. 2 années après sa mise en œuvre, comment se comporte le FRAN sur le terrain? Direction Zoukougbeu avec Kader Sorodogo de RTI Boaké. Bada, village de la sous-préfecture de Grigbe, situé à 17 km de Zoukougbeu, son chef-lieu de département. Les principaux acteurs de la lutte contre la malnutrition sont en selle dans la localité. Un mot, franc, rien à voir avec la monnaie. Définition, foyer de renforcement des activités de nutrition communautaire. Le projet est présent depuis 2019 dans 14 régions de Côte d'Ivoire, ciblé pour leurs indicateurs négatifs. Le plus important, c'est l'éloignement. L'éloignement par rapport au centre de santé. Parce que tous les services offerts par le FRAN sont des services qui sont offerts au centre de santé, mais plus on est éloigné, on n'en a pas accès. Donc c'est pour cela que dans les zones reculées, nous mettons tous ces dispositifs en matière de nutrition. Les communautés sont surtout des acteurs du bon fonctionnement des FRAN. Ce projet nous a sauvés. Puis on ne savait pas comment préparer un bac d'enfants. Maintenant, pour savoir si un enfant est malade, on ne connaît pas, tu es ton enfant au village, mais tu ne sais pas s'il est malade. Mais grâce à ce projet, aujourd'hui, si notre enfant est malade, on sait. Les FRAN, un moyen efficace pour la Côte d'Ivoire de venir à bout de la malnutrition. Installer un FRAN dans ces villages permettra aux parents de vite prendre attache avec ces FRAN en cas de problème au niveau des enfants. Et donc vraiment tout ce qu'on peut leur dire, c'est de dire merci au gouvernement d'avoir pensé à Bada. Je motive les chefs de village, les chefs communautaires, vraiment pour leur implication personnelle, de sorte que nos partenaires vont se retirer, qu'on puisse prendre la relève pour que vraiment le projet soit périn. Parce que comme je l'ai dit, c'est tous les jours que les enfants, nous faisons des enfants, donc on ne doit pas abandonner effectivement cette dynamique, on ne doit pas donner un coup de frein, il faut vraiment que cela continue. Dans les 14 régions ciblées pour le projet, 1800 francs sont fonctionnels. La région du Haut-Sassandra compte quant à elle environ 500 francs. Qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Oublions tout le territoire de forêt perdu en Côte d'Ivoire et axons nos efforts sur l'essentiel, le reboisement. D'ici à 2030, donnons-nous pour objectif de restaurer 20% de notre couvert forestier. Nous pourrons y arriver si tout le monde s'y met. Et le concept, un jour, 50 millions d'arbres par exemple, pourrait y contribuer fortement. L'édition 2021 a eu lieu dans la forêt classée de Languédédou. Salimatou Dia. Un jour, 50 millions d'arbres plantés, ce n'est pas une option, mais une nécessité. C'est en substance les propos du ministre des Eaux et Forêts lors de la cérémonie de lancement officiel de ce concept dans la forêt classée d'Anguédédou, dans la commune d'Agnaman. En ligne de mire, le reboisement du couvert forestier. Cette vaste opération, démarrée le 1er juin dernier, s'est déroulée sans interruption sur l'ensemble des régions et départements de la Côte d'Ivoire en fonction de la saison des pluies. Le bilan partiel à ce jour indique 28 538 234 arbres qui ont été produits et plantés. L'État ivoirien a opté pour une politique forestière et une stratégie de mise en œuvre qui vise à porter la couverture forestière à 20% d'ici à l'horizon 2030. Nous devons donc planter 3 millions d'hectares de forêt d'ici à 2030. Le gouvernement a par ailleurs mis en place le cadre juridique qu'il faut pour mener cette politique. Pour le PNUD, il y a lieu de multiplier les actions en faveur d'une amélioration de la gouvernance du secteur pour une gestion durable des ressources forestières. C'est le lieu d'exhorter et d'encourager le gouvernement, les acteurs du secteur privé, de la société civile, les communautés eux-mêmes, les partenaires au développement à multiplier les actions. Il nous faut donc agir ensemble pour restaurer le couvert forestier
et permettre au pays d'atteindre ses objectifs d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre tels qu'inscrits dans les contributions déterminées nationales qui viennent d'être révisées à la hausse. L'inventaire forestier faunique national réalisé cette année confirme la disparition des ressources avec 2,97 millions d'hectares de forêts restantes, dues à la déforestation. La MUGEFSI renouvelle ses instances. Vous allez le voir en image. La MUGEFSI, c'est la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Les candidatures sont connues. Il y en a 190 qui ont été réceptionnées. Parmi elles, une quinzaine sont inéligibles. Le comité électoral national de la mutuelle vient donc de rendre publique la liste des candidats retenus. Les détails, vous les aurez dans nos prochains journaux avec Godefroy Okambawa. Allons-y maintenant à cette affaire qui fait scandale au Sénégal. Dans une interview, la présidente du comité Miss Sénégal affirme « Si on te viole, c'est que tu es consentante ». Une réaction aux déclarations de Miss Sénégal 2020, Ndeye Fatima Dione. Une pétition a été lancée et les sponsors du concours sont interpellés et il y en a qui commencent à plier bagages. À la mi-journée d'hier vendredi, la pétition adressée au ministère de la Culture pour le retrait de la licence du comité Miss Sénégal avait recueilli quelques 30 000 signatures. Des signatures, si on en récoltait pour savoir la meilleure chaîne en Côte d'Ivoire, la RTI en aurait des millions et des millions. Bonne journée sur RTI.